Je suis Aria Martin. L'instant où tout a basculé s'est déroulé dans une salle de conférence aux parois de verre, perchée au-dessus de Seattle. La pluie ruisselait sur les vitres, comme si elle tentait de laver la ville entière. Mon beau-père, Doug Lamour, m'a regardé droit dans les yeux par-dessus la table cirée et m'a dit « Le calme, c'est comme commander un café. Tu es viré. Tes performances ne sont pas à la hauteur. » J'avais passé 3 ans à rendre leur système inviolable, leur évitant des millions de dollars de pertes en cas de piratage, avoir ma division dépasser tous les objectifs fixés. Et en une phrase, tout s'est effondré. La sécurité m'a escorté dehors comme si j'avais volé une agrafeuse en descendant. Mais le pire était à venir. Plus tard dans la journée, je suis rentré dans notre appartement de Capitole Hill avec une petite boîte en carton contenant une tasse ébréchée, une photo encadrée de ma mère et une plante grasse qui avait miraculeusement survécu à 2 ans de lumière fluorescente. Mon mari, Caleb, m'attendait déjà à l'îlot de la cuisine. Un verre de scotch était posé devant lui, alors qu'il n'était même pas midi. Son ordinateur portable était ouvert sur des annonces d'appartements d'une chambre, filtrées pour les personnes seules. Il ne se leva pas, ne me demanda pas pourquoi j'étais rentré si tôt, et me fit simplement glisser une feuille de papier pliée sur le marbre. Je la dépliai de mes mains qui ne tremblaient pas encore. 6 refuges pour femmes dans la région de Seattle. Adresse, numéro de téléphone, l'un d'eux entouré à l'encre bleue avec une note précise. Le plus proche des lignes de bus fréquentes. Maintenant que tu es au chômage, dit-il d'une voix monocorde, comme s'il lisait un texte appris par cœur, cet arrangement ne me convient plus. Je restai là, la liste à la main, sentant l'air se retirer de la pièce dans un silence pesant. Tout ce que j'avais construit, ma carrière, mon mariage, cette vie que je croyais solide, s'effondra en un instant. Pas de cris, pas de porte qui claque, juste le doux glissement du papier sur la pierre et la prise de conscience qu'ils avaient tout manigancé ensemble. Père et fils, un abandon concerté. Je regardais Caleb, attendant quelque chose. Du regret, de l'hésitation, un signe d'humanité. Mais son visage était impassible, presque soulagé, comme s'il avait enfin conclu un accord qui n'en finissait plus. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je n'avais jamais vraiment été sa femme. J'avais été une acquisition qui ne s'intégrait plus à son portefeuille. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. J'ai simplement reposé la liste sur le comptoir, exactement à l'endroit où il l'avait placée, et j'ai dit « Je serai parti demain matin ». Il a hoché la tête, comme si c'était l'issue la plus raisonnable. Plus tard dans la nuit, pendant qu'il dormait dans la chambre d'amis, j'ai emballé uniquement ce qui m'appartenait vraiment, mon ordinateur portable, les disques durs de sauvegarde, le travail discret que j'avais réalisé en secret pendant des mois, le système de sécurité que j'avais conçu sur mon temps libre, breveté à mon nom, et dont la licence avait été cédée à d'autres entreprises selon des termes qu'il n'avait jamais pris la peine de lire attentivement. Il pensait me laisser partir les mains vides. Il n'avait aucune idée qu'il venait de me libérer et de me permettre d'emporter tout ce qui comptait vraiment, car les systèmes qui protégeaient leurs entreprises ne leur appartenaient pas. Ils ne leur avaient jamais appartenu. Et l'accord qui leur permettait d'utiliser mon travail arrivait à échéance. Je suis parti avant le lever du soleil, j'ai traversé le centre-ville en voiture, dans des rues désertes, et j'ai pris une chambre dans un hôtel de catégorie moyenne avec vue sur les eaux sombres et scintillantes. La chambre 8h47 est devenue mon quartier général silencieux. Ce premier soir, je me suis assise au petit bureau, mon ordinateur portable ouvert, la pluie tambourinant à la fenêtre comme un rythme. Je n'étais pas brisée. J'en avais juste assez de faire semblant. Pour comprendre comment je me suis retrouvée avec cette liste de refuges sous la main, dans ma propre cuisine, il faut remonter quelques années en arrière, à une conférence sur la cybersécurité à Portland, où tout a commencé par ce qui ressemblait à une véritable connexion. Je donnais une conférence sur la détection adaptative des menaces, le genre de système qui repère les schémas avant que les attaques ne se développent complètement. La plupart des participants étaient à moitié absents, absorbés par leur téléphone ou guettant la pause café, mais un homme au fond de la salle se penchait en avant, prenant de vraies notes. Après la conférence, tandis que d'autres me tendaient leur carte de visite, il attendait patiemment. Caleb Moore s'est approché avec un sourire discret et une question si précise qu'elle prouvait qu'il avait bien suivi. Comment adapter mon modèle au réseau distribué sans créer de goulot d'étranglement lié à la latence? Nous avons fini par discuter des heures durant dans le hall de l'hôtel, de code, des lacunes du secteur, de l'avenir de la sécurité. Il a évoqué d'autres aspects, l'entreprise familiale, mais avec une certaine distance, comme quelqu'un qui comprenait l'importance de l'héritage sans en être aveuglé. 3 jours plus tard, il a appelé, pas pour le travail, mais pour dîner.
Ce qui a suivi s'est déroulé avec précaution et respect. Des repas informels se sont transformés en longues promenades le long du Puget Sound. Des conversations qui s'éternisaient tard dans la nuit, sans aucune pression. Il m'a présenté à son entourage progressivement, s'assurant toujours que je me sentais à l'aise. Sa demande en mariage a eu lieu autour d'un café dans un salon de thé tranquille avec vue sur l'eau. La bague était simple et attentionnée. J'ai dit oui sans hésiter. Je pensais avoir enfin trouvé quelqu'un qui me comprenait vraiment. L'avertissement de ma mère est arrivé doucement au téléphone. Les familles comme les Maurice ont leurs propres règles, ma chérie. Tu seras toujours un peu à part. J'ai fait comme si de rien n'était. Caleb m'avait assuré que son père privilégiait les résultats au pédigré. Je voulais croire que l'amour pouvait être aussi simple. Le mariage était intime et élégant, selon mes choix, du moins le croyais-je. J'ai gardé mon nom de jeune fille pour des raisons professionnelles. Caleb l'a soutenu publiquement, tandis que sa mère, Evelyn, évoquait la tradition avec douceur à chaque réunion de famille. J'ai interprété son soutien comme la preuve qu'il était différent. 2 mois après notre lune de miel, Douglas m'a convoqué dans son bureau, situé dans la tour moderne, de verre et d'acier, offrant par beau temps une vue imprenable sur les montagnes olympiques. Il m'a proposé un poste d'analyste intermédiaire, chargé de la maintenance des systèmes existants. La rémunération était inférieure à mes tarifs de consultante indépendante, et le travail, au mieux, routinier. Caleb m'avait présenté cela comme une garantie de stabilité, la fin des déplacements, le temps de construire une vie ensemble. J'ai accepté, me disant que je ferais vite mes preuves. La réalité m'a vite rattrapé. Mes propositions d'amélioration concrètes sont tombées dans l'oubli. Mes suggestions en réunion suscitaient des hochements de tête polis, puis plus rien. J'étais suffisamment visible pour paraître progressiste, suffisamment invisible pour ne menacer personne. Tard le soir, une fois le bureau vidé, j'ai commencé à développer un projet parallèle sur mon ordinateur portable personnel. Un nouveau framework, prédictif, élégant, entièrement conçu par moi. Je l'ai discrètement breveté sous le nom de Martin Sentinel System, une société qui n'existait que dans des documents juridiques et sur des disques durs cryptés. Caleb ne m'a jamais demandé pourquoi je travaillais tard. Douglas ne s'est jamais demandé ce que je faisais en dehors de mes tâches. Il supposait que je m'efforçais de m'intégrer. Pendant ce temps, notre mariage se refroidissait peu à peu. Les dîners devenaient silencieux. On consultait constamment son téléphone. Les sorties que j'avais prévues étaient annulées pour de vagues obligations professionnelles. Les conversations se réduisaient à des questions d'organisation. Les dîners en famille au Morat se transformaient en épreuves d'endurance silencieuse. Les sourires d'Evelyn étaient teintés d'amertume. Des remarques sur mon ambition. Des questions sur le moment où je me calmerais pour la vie de famille. Caleb était assis à côté de moi, coupant son steak avec une précision chirurgicale, sans jamais intervenir. Avec le recul, je vois cette érosion pour ce qu'elle était, un lent retrait, un désengagement émotionnel. Je m'obstinais à faire des efforts, me reprochant cette distance. Je ne réalisais tout simplement pas à quel point il se préparait à me laisser partir. Assise dans cette chambre d'hôtel, bercée par le bruissement silencieux des fées au-dessus du détroit, j'ai laissé le poids de tout cela s'abattre sur moi. Pas seulement le licenciement, pas seulement la liste d'attente pour un refuge, mais le lent délitement qui y avait conduit. La trahison ne frappe pas toujours de plein fouet. Elle s'insinue, silencieuse et patiente, jusqu'à ce que vous vous retrouviez dans le vide qu'elle a laissé. Je fixais l'écran de mon ordinateur portable, le contrat de licence ouvert, des clauses que j'avais rédigées avec une clairvoyance à laquelle je n'avais pas pleinement cru à l'époque. À l'époque où j'espérais encore que d'autres dynamiques me remarqueraient, j'avais construit le framework Sentinelle en volant des heures. Non pas par vengeance, mais pour me protéger, un ancrage discret. Alors que tout le reste semblait aussi instable que du sable mouvant, ma mère a appelé ce premier soir. Je ne lui avais encore rien dit, mais elle avait un instinct qui transcendait les états et les fuseaux horaires. « Aria, où es-tu » Sa voix était calme, mais j'entendais le courant sous-jacent, celui qui nous avait portés après l'accident de mon père. Elle m'avait élevée seule, puis avait enchaîné les doubles gardes à l'hôpital, sans jamais se plaindre, toujours en avant. Je lui ai tout raconté, mes piètres performances inventées, la liste avec ses notes de transit minutieuses. Le regard que Caleb m'avait lancé, comme si j'étais un problème résolu. Elle écouta sans m'interrompre, puis dit « J'ai des économies.
Elles sont à toi si tu en as besoin. Je fermai les yeux, serrant le téléphone plus fort. Ma mère, qui avait sacrifié vacances et vêtements neufs pour que je puisse faire mes études sans dette, me tendait son filet de sécurité. Je n'en ai pas besoin, maman, murmurai-je. Mais savoir qu'il est là, que tu es là. Tu n'es pas seule, dit-elle simplement. Et à ces mots, quelque chose se brisa en moi. Le chagrin que je retenais. Pas de sanglots bruyants, juste des larmes silencieuses dans une chambre d'hôtel impersonnel. La pluie brouillait la vitre comme ma vision. Elle m'a appris la résilience sans jamais la nommer. Après la mort de papa sur ce chantier, quand j'avais 8 ans, elle n'a pas craqué. Elle a construit une vie pour nous avec des miettes. J'avais absorbé cela, l'avais transformé en code et en structure qui résistaient à l'épreuve du temps. Mais maintenant, face à ce rejet, je me demandais si j'avais construit mon mariage de la même manière. Solide en apparence, fragile là où ça comptait. Les appels de Caleb commencèrent à arriver le lendemain. Le matin, j'ai vu l'écran s'illuminer, son nom clignotant comme un avertissement que j'avais trop longtemps ignoré. Je n'ai pas répondu, laissant les messages s'accumuler, un décompte numérique de leur panique naissante. Au lieu de cela, j'ai passé en revue les brevets, chaque ligne de code, chaque innovation qui était la mienne. Il l'avait acquis sous licence en pensant me rendre service, sans jamais se demander pourquoi un analyste de niveau intermédiaire avait accès à quelque chose de révolutionnaire. Une telle arrogance laisse des angles morts. Alors que les systèmes commençaient leurs défaillances subtiles, des retards d'authentification, des fausses alertes. J'ai siroté un café léger de l'hôtel et j'ai senti une clarté se former. Pas de la rage, même si elle couvait en moi. Plutôt comme me débarrasser d'une peau qui ne m'avait jamais convenu. J'avais auditionné pour obtenir leur approbation. J'avais adouci mes aspérités pour me fondre dans leur monde. Et pourquoi ? Un rôle qui se terminait par une liste imprimée de refuges. Ma meilleure amie Mara m'a envoyé un texto, entendu par le bouche à oreille. Appelle-moi. On complotera leur chute autour d'un verre de vin. J'ai souri pour la première fois depuis des jours. Mara, qui me connaissait depuis les marathons de programmation à la fac, a toujours vu clair dans le jeu. Elle m'avait prévenu très tôt. À propos de Caleb. Il est parfait, mais est-il réel ? Je l'ai rappelé, la voix plus assurée que je ne l'étais. C'est fini. Tout est fini. Elle n'a pas dit. Je te l'avais dit. Viens rester avec moi. On reconstruira. Mais je suis restée à l'hôtel. J'avais besoin de solitude pour ressentir pleinement la douleur. La façon dont elle m'avait vidée, puis lentement remplie de quelque chose de plus dur, de plus personnel. Au bout de 3 jours, les appels à plus de dynamisme se sont intensifiés. Le numéro de Douglas semblait urgent. J'ai laissé sonner, observant l'effet tracé des chemins dont je ne voyais pas le bout. Il ne s'agissait pas de destruction. Il s'agissait de récupérer ce qu'elles avaient tenté d'effacer, ma valeur, indépendamment de leur regard. Le 4e matin, alors que la ville s'éveillait sous ma fenêtre d'hôtel, j'ai envoyé le courriel. Sans fanfare, juste une pièce jointe. Les clauses du contrat de licence soulignaient leurs erreurs. Celle qui me définissait comme la seule créatrice. Celle qui autorisait la suspension pour mauvaise foi. J'ai cliqué sur « Envoyer » et j'ai senti le changement. Non pas un triomphe, mais un léger relâchement dans ma poitrine, comme un souffle retenu trop longtemps. Les appels s'intensifièrent. La voix de Douglas sur le répondeur, dénuée d'autorité. « On peut en discuter. Dis-moi ce dont tu as besoin. » J'attendis. Les laisser sentir le système se dégrader. Les portails clients saccadés. Les alertes internes qui retentissaient comme de fausses alarmes dans une maison vide. Pas le chaos, juste la révélation progressive de la dépendance qu'ils avaient ignorée. Quand je répondis enfin à l'appel de Douglas, ma voix resta calme. Tu m'as viré pour des résultats qui étaient les meilleurs de ton histoire. Tu as prétendu que c'était une question de business. Il tenta de se justifier. Réintégration. Action. Une place à la table. Mais je percevais la fissure dans sa voix. L'homme qui avait bâti un empire sur le contrôle se débattait maintenant dans le vide. « Je ne veux pas de ta table, » dis-je. « Je veux que tu comprennes que ce que tu as brisé, ce n'était pas juste un emploi. C'était une confiance que tu n'as jamais méritée. » Je raccrochai, le silence suivant résonnant comme une porte qui claque.
Cet après-midi-là, les offres ont commencé à affluer. Des entreprises, ayant entendu parler du conflit de licence, étaient impatientes de connaître l'architecte de tout cela. Je les ai examinées attentivement, non pas pour l'offre la plus élevée, mais pour celle qui me laissait une marge de manœuvre. J'ai choisi Titanium Innovation, une entreprise dirigée par une femme qui avait gravi les échelons par ses propres moyens, où l'expertise n'était pas une menace, mais un moteur. Le poste d'architecte principal, avec une équipe et un budget correspondant à ma vision. Signer l'offre, c'était comme tourner une page. Non pas effacer, mais continuer selon mes conditions. Les semaines se sont enchaînées, rythmées par l'intégration, les nouvelles bases de code, les réunions où mes idées ont trouvé leur place et ont porté leurs fruits. Mais le véritable tournant est survenu lorsque l'affaire a éclaté au grand jour. Communiqué de presse, plus de dynamique. Congé administratif pour audit interne pour Doug Lamour. Mara me l'a transmis avec un simple emoji, un sourcil levé. Ils sont en pleine effervescence. Je l'ai lu à mon nouveau bureau. Les lumières de la ville s'allumaient à la tombée de la nuit. J'étais soulagée, certes, mais avec un goût amer, comme gagner une dispute dans une pièce vide. Douglas a demandé une réunion par une note manuscrite livrée par coursier. Une simple conversation pour présenter mes excuses. J'ai hésité, pesant le risque de rouvrir de vieilles blessures face à l'envie de l'entendre nommer les choses. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café de Ballard, la vapeur s'échappant des tasses intactes. Il paraissait plus petit, les épaules voûtées sous un poids invisible. « Tu m'as fait peur », a-t-il admis d'une voix basse. « Ton travail était brillant. » Mais je ne pouvais pas me l'approprier, je ne pouvais pas le contrôler. Les mots résonnaient encore, bruts et inattendus. Pas des excuses, juste la vérité mise à nu. Je n'ai pas pardonné, j'ai simplement hoché la tête. Cette peur t'a coûté tout ce qu'elle protégeait. Nous nous sommes séparés sans promesse. Mais en m'éloignant, j'ai senti la colère se relâcher, laissant place à quelque chose de plus léger. Caleb a tenté sa chance ensuite, se présentant dans mon nouveau hall avec des fleurs fanées. La sécurité a appelé. Je suis descendue et me suis assise avec lui dans la cour. Une fraîcheur automnale mordait l'air. J'avais tort, a-t-il dit, les yeux suppliants. La liste pensait que tu en avais besoin, au lieu de te défendre. J'ai attendu, mais le déclic s'est produit. On pourrait réessayer. Sans l'ombre de la famille. Il n'y a pas de « nous » sans cette ombre. J'ai répondu doucement. Tu m'as montré qui tu étais dans les moments difficiles. On ne se reconstruit pas après ça. Il est parti. Des fleurs abandonnées sur le banc. À cet instant, le renversement de situation s'est cristallisé. Non pas leur chute, mais mon ascension. J'avais cessé d'attendre leur approbation. J'avais commencé à construire sans leur permission. Des mois plus tard, traversant le quartier de Fremont à Seattle, je suis passé devant la tour More Dynamics sans même la regarder. Elle se dressait là, ses vitres reflétant le ciel couvert, mais elle ne m'attirait plus. L'entreprise s'était restructurée sous une nouvelle direction. Douglas avait pris sa retraite. Caleb était parti vers l'ouest pour ce que son profil appelait un nouveau chapitre. Leur empire avait rétréci, peut-être viable, mais sans importance pour le mien. J'avais bâti Martin Sentinel System à partir de ce bureau d'hôtel et en était arrivé à quelque chose de concret. Lena Torres, une ingénieure brillante rencontrée dans ma nouvelle entreprise, est devenue mon associée. Nous avons loué un loft lumineux, recruté une petite équipe sur la base du talent, et non de la politique. Participation aux bénéfices dès le premier jour. Mentorat pour les femmes à qui l'on avait dit qu'elles étaient de trop dans des bureaux où le silence était de rigueur. Notre premier gros contrat venait d'une agence fédérale. L'ironie était aussi mordante qu'un rasoir. D'un échec simulé à la confiance accordée pour des infrastructures sensibles, le chiffre d'affaires a grimpé en flèche. Mais les chiffres n'étaient pas l'essentiel. C'étaient les matins passés à observer Riley Kane, notre plus jeune recrue, présenter ses projets avec une assurance décomplexée. Elle avait été licenciée de son précédent emploi pour incompatibilité avec la culture d'entreprise, autrement dit, pour être trop directe, trop brillante. Lors d'un déjeuner la première semaine, elle m'a demandé « Comment as-tu transformé ta colère en ça ?» J'ai marqué une pause, la fourchette à mi-chemin. J'ai laissé la colère monter, puis je l'ai relâchée une fois la flamme apaisée, cessant de me définir par leur sous-estimation. Elle a hoché la tête,
un poids s'étant allégé dans ses épaules. 6 mois plus tard, elle a mené la présentation qui nous a permis de décrocher notre plus gros client. En la regardant, j'ai échangé un regard complice avec Lena, de l'autre côté de la pièce. Un regard qui signifiait que nous avions créé un espace où la violence n'était pas la norme. Ma mère est venue pour l'inauguration des bureaux. Je l'ai conduite directement de l'aéroport jusqu'à là-bas, et je l'ai laissée flâner dans les couloirs aux grandes baies vitrées et aux espaces de collaboration. Ses yeux s'embuèrent lorsqu'elle se tourna vers moi. Ton père aurait adoré ça. Nous ne parlions pas souvent de lui, parti trop tôt dans cet accident, la laissant seule pour reconstruire notre vie. Mais elle m'avait montré comment la persévérance silencieuse permet d'avancer. Tu m'as appris, dis-je, à transformer la survie en création. Elle secoua la tête. Je t'ai appris l'endurance. Tu as choisi de construire ce week-end-là. Nous avons parlé comme nous ne l'avions pas fait depuis des années. Ses rêves reportés, les hommes qu'elle avait laissés partir pour se concentrer sur nous. Je ne craignais pas que tu craques, admit-elle autour d'un café. Juste qu'il t'obscurcisse. Mais tu as, au contraire, rassemblé la lumière. Le mariage de Mara eut lieu en septembre, dans un jardin de l'île de Banbridge, en pleine floraison de fin d'été. J'étais à ses côtés lorsqu'elle a prononcé ses vœux avec celui qui la comprenait vraiment. J'ai ressenti une joie libérée des vieilles blessures. À la réception, elle m'a prise à part. Ça va remuer quelque chose. J'ai souri. C'est porteur d'espoir. Ça me rappelle que le bien existe sans condition. Plus tard, j'ai dansé avec mes collègues et ma mère, le visage légèrement rouge de champagne. J'ai ressenti la libération finale. La colère s'est transformée en liberté. Je n'oublie pas, mais je ne porte plus ce fardeau. Des médias spécialisés m'ont contacté pour des interviews. J'ai choisi de présenter les choses sous l'angle de la résilience. Quand les contributions sont effacées, construisons ce qui ne peut être revendiqué. Les messages ont afflué de femmes du secteur technologique. Des histoires d'idées ignorées, de crédits volés, de départs discrets. Notre programme de mentorat est né de cela, offrant formation et soutien. Non pas de la charité, mais de la reconnaissance. Vous n'êtes pas seul et vous n'avez pas dit votre dernier mot. Un soir, en rentrant chez moi, la pluie ruisselant sur le pare-brise, j'ai repensé à la liste d'attente du refuge. J'avais l'impression que c'était la fin, mais perdre l'image que les autres avaient de moi n'était pas une perte. C'était le début d'un nouveau départ, d'une volonté de m'affirmer pleinement. Parfois, la force la plus discrète naît du fait de s'éloigner, non pas avec amertume, mais les mains libres pour construire un nouveau départ. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin. Si celle-ci vous a touché, restez avec nous, car chaque histoire révèle une nouvelle vérité du cœur humain. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour que d'autres histoires comme celle-ci puissent atteindre ceux qui en ont le plus besoin.